Vous êtes fonctionnaire? Pas encore. Pas encore? D'accord. C'est ça le problème avec des bières et des vins. Beauf de France. Plutôt décevant. Bien. Écoutez, on va pouvoir y aller. Je me permets peut-être de faire l'introduction. Eh bien, bonjour et bonne année à toutes et tous. Bonne année Quentin, bonne année Antonin. Je suis ravi de vous retrouver dans mon émission. Non, mais nous sommes à nouveau réunis pour faire donc un petit débat sur le cinéma de l'année 2019 qui vient de s'écouler. Je voudrais commencer en disant que on est passé pas loin de la catastrophe ce soir puisque ayant eu une soirée quelque peu arrosée la veille, j'ai failli commettre l'irréparable en achetant des bières sans alcool, mais étant donné le regard accusateur de mon ami à ma droite, j'ai préféré finalement opter pour des bières classiques et donc je vais définitivement condamner mon foie ce soir. Bref, donc l'année cinéma 2019, nous avons organisé un petit débat qui sera, on espère, un peu plus structuré que celui de l'année dernière. Autant rentrer tout de suite dans le vif du sujet si vous êtes d'accord. Je vérifie que tout enregistre. Et je vais vous demander de faire votre rapide bilan de l'année cinéma, enfin ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous en tirez globalement, quels sont les grands traits qu'on peut mettre en avant pour cette année-là. Et puis nous discuterons de quelques films autour des concepts de top et de flop. Ça vous va? Qui veut commencer? On va essayer de rester bien stable. Du coup, pour l'année 2019, pour ma part, je trouvais que ça a été une belle année en termes de cinéma. On a eu beaucoup de choses très intéressantes, des films très variés, peu de déceptions, quelques-unes, mais quand même un sacré bon nombre de surprises, notamment des films je pense qu'on pourrait faire le parallèle, on reprendrait nos attentes du débat de l'année dernière et les films qu'on a vus cette année. Il y a des films peut-être qu'on n'avait pas du tout anticipé, qu'on n'attendait pas du tout, et ça a été des énormes surprises. Donc voilà, au bilan, année très très positive. C'est vrai que je partage un peu ce constat. On a eu une année plutôt positive. Alors je sais pas à quel point c'est parce que on peut-être plus sélectionné ce qu'on est allé voir, ou si c'est parce qu'il y a une qualité globale qui était plutôt bonne. Ce qu'on peut rajouter peut-être, c'est que je trouve que cette année il y a eu quand même ça a été une très bonne année pour tout ce qui concerne l'animation. Il y a eu vraiment pas mal de films d'animation et pas beaucoup de ratés. Et puis que le cinéma français aussi a été plutôt sympathique cette année, avec des trucs un peu originaux, des trucs un peu nouveaux, et puis des films bons tout simplement, quoi. Donc ouais, une très bonne année 2019. Eh bien, je vais pas être très original puisque je partage globalement votre avis. Surtout, l'animation, si vous vous rappelez, en fait, l'année 2019, elle a même commencé par Spider-Man New Generation. Il est sorti en 2018, on en avait parlé, je crois, dans le débat sur les... Ouais, il était dans mon top. Je crois que je me demande si je l'avais pas mis premier l'année dernière. Non, j'avais mis Halloween. Oui, forcément. Oui, Halloween, un petit film dont on n'a pas beaucoup entendu parler. Ouais, donc du coup l'année a commencé là-dessus. C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'animation. Après, il y a eu de la très bonne animation. Il y a eu de l'animation inutile. On en reparlera certainement un peu plus tard. Donc de mon point de vue aussi, c'était plutôt une bonne année. D'autant plus que personnellement, j'ai à nouveau fait ce truc d'aller voir pas mal de films anciens ressortis en salle. J'ai pu découvrir Phantom of the Paradise de De Palma. J'ai pu voir des Carpenter. J'ai pu voir Maniac Cop. J'ai vu des choses comme ça. Enfin des bons vieux slashers à l'ancienne ou des trucs comme ça. Donc, j'ai même vu Robocop de Verhoeven en plein air. Enfin c'était donc même à ce niveau-là, c'est une année assez sympathique. Donc je vous propose sans plus attendre de passer peut-être selon ma liste, selon mon programme, peut-être si vous voulez parler avant que nous présentions nos tops et flops personnels, peut-être passer si vous avez des films qui sont ni dans vos tops ni dans vos flops mais que vous avez envie de mentionner pour une raison ou pour une autre, si vous avez un truc qui vous vient en tête en particulier que vous avez juste envie d'aborder, c'est pas forcément sur le cinéma, enfin
sur le cinéma, si, c'est pas forcément un film, ça peut être aussi un événement cinématographique de l'année 2019 qui vous a marqué dans l'industrie ou quelque chose d'autre. Donc si vous avez envie de faire peut-être de débuter là-dessus, sur les hors-sujets, les outsiders, je ne sais pas, les mentions honorables peut-être, qui sont pas dans le top. Quelqu'un veut commencer ? Moi pour ma part, des films que j'ai mis hors classement mais que j'ai trouvé quand même plutôt bons, ou certains oubliables, mais sans pour autant j'ai passé un bon moment. Il y a Toy Story 4 que j'ai trouvé excellent, que j'ai pas mis dans mon top, mais que j'ai trouvé quand même excellent, et on en a discuté. C'est assez dingue de voir un film qui se suit, enfin une saga, et où il y a aucune déception, que des bons films, toujours justes, et qui s'égarent pas, qui se renouvellent, etc. Enfin bon. Du coup, je l'ai pas mis dans mon top, peut-être que l'un de vous, oui, on en reparlera, ok. J'ai mis La Favorite de Yorgos Lanthimos, si je dis pas de conneries, que j'ai trouvé plutôt sympa, assez dérangeant. Bon, comme chacun de ces films, je pense qu'à chaque fois t'es un peu perturbé quand tu ressors du visionnage, mais voilà, j'ai trouvé très bon, mais sans pour autant je le laisse à part. Creed 2, qu'on avait été voir ensemble en début d'année. Alors peut-être que c'est parce que je l'ai vu en début d'année, et du coup je m'en souviens plus trop, parce que ça commence à dater, ça fait un an maintenant. Donc mais bon, il m'a pas laissé il n'est pas resté gravé dans ma mémoire. Et j'ai mis aussi Spider-Man Far From Home, que j'ai trouvé pas ouf, mais quand même voilà, j'ai passé un plutôt bon moment, donc je peux pas non plus le mettre dans un flop. Je peux revenir là-dessus. J'aime bien dire ça à chaque fois, Spider-Man Far From Home, qu'on aurait pu appeler les vacances de Peter Parker, mais vraiment, c'est-à-dire que j'ai jamais vu un film Spider-Man où il y a aussi peu Spider-Man à l'écran, et où les scénaristes ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour ne jamais mettre un masque à ce putain d'acteur Tom Holland. C'est-à-dire, le but c'est, il faut montrer sa gueule. Je crois qu'il y avait il y a une vidéo, je trouve ça assez original, je suis content que quelqu'un en ait parlé. Je crois que c'est Michael J là, de Fermella. Il a fait une vidéo, c'est pourquoi les super-héros ne portent jamais leur masque, et il a fait tout un truc là-dessus que je trouvais assez intéressant, et ça en fait partie. Enfin, Far From Home, c'est le genre de film que tu regardes et tu te dis, oui, techniquement ça passe, oui, l'action sans être révolutionnaire, c'est divertissant, oui, les blagues, des fois ça tombe à l'eau, des fois ça fait mouche. On en revient au débat de l'année dernière avec une espèce de moyennisation du cinéma à la Marvel / Disney. Donc tu te dis, ça valait certainement ma place de ciné que j'ai payé au rabais, mais en même temps, en plein tarif, je trouve que ça le vaut pas. Je sais pas, c'est un peu ce genre de truc. Enfin bon, je vais pas passer une heure sur Spider-Man. Moi, en ce qui me concerne, j'avais noté 2-3 choses. Peut-être sur ceux que j'ai notés, on y reviendra peut-être tout à l'heure de toute façon dans nos discussions. Il y a peut-être notamment Nicky Larson, dont j'aimerais bien aborder, mais je l'ai noté dans la liste. Je crois qu'on va d'ailleurs débuter par lui. Donc voilà, de mon côté, je vais te passer la parole, Antonin, tout de suite, si tu as envie peut-être de dire quelque chose à ce sujet-là, ou peut-être que tu veux enchaîner. C'est vrai que j'ai pas vraiment de films. Enfin, j'ai des films que j'ai aimés, que j'ai pas mis dans mon top, oui, mais il y en a pas que vraiment que je trouve mauvais. Que des films que j'ai pas mis dans mon top, il va y avoir Klaus par exemple, qui est un film d'animation, donc qui est sur Netflix, qui est bien en fait. Donc j'ai pas grand chose à dire à part, enfin, je vais pas cracher dessus du coup. Non, ouais, peut-être le film qui m'a laissé un peu avec un sentiment ambigu cette année, c'est Star Wars, mais on en reparlera. Et puis sinon peut-être un peu Parasite aussi, qui a posteriori me laisse un petit peu partagé. Voilà. Mais eh bien, si ça vous va, on va commencer. On va présenter rapidement nos tops et flops, donc sans s'y attarder dessus, et nous discuterons par la suite des films qu'on a en commun dans tout ça. Si ça vous va, je me permets de commencer. En ce qui me concerne, mon année 2019, j'ai mis tout en haut de mon classement. Je vais commencer par par les flops. Tiens. Donc, dans le plus bas des flops, c'est-à-dire ce qui est le moins, on va dire, ce qui a été le moins une insulte à mon égard en salle, je vais commencer par Le Roi Lion, que je trouve, on parlait tout à l'heure des films d'animation inutiles, je trouve ça inutile. C'est une débauche de moyens, mais faramineux, c'est gigantesque ce qu'on a fait pour créer de l'animation, aussi pour le coup incroyable, en termes de... Là on est vraiment sur le niveau Planète des Singes, en termes de qualité et de réalisme de l'animation, mis à part la gestion qu'ils ont fait
la synchronicité labiale entre les animaux et les dialogues qui moi personnellement m'a fait un peu vallée dérangeante, ça m'a un peu dérangé. Mais bon, peu importe, c'est très très beau techniquement, mais c'est d'une inutilité. Enfin, c'est une copie du film d'animation de l'époque, donc ça n'a aucun intérêt. Et là, c'est comme par exemple quand ils ressortent des films en salle en 3D. Oui. Enfin, voilà, ils mettent du pognon. Bon là, en l'occurrence, c'est pas le même budget, mais c'est un peu la même chose que quand on a eu, je crois les Jurassic Park, Titanic, Terminator, qui sont sortis des années plus tard en salle en 3D, et qui faisaient pas mal d'entrées quand même. Mais ça, pour moi, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas d'idée novatrice, de nouvelles propositions, quoi. Alors qu'ils pourraient très bien le faire. Ceci dit, le seul petit bémol à ce que tu dis, c'est Titanic, c'est un cas très à part parce que James Cameron, si je dis pas de bêtises, l'avait pensé en 3D. Il a tourné tout le film en 3D, enfin avec cette idée d'être un film en 3D, mais sauf que à l'époque, si je dis pas de bêtises, il trouvait que la technologie était pas assez avancée pour faire vraiment quelque chose d'impressionnant en salle, si je dis pas de bêtises, et il s'était dit qu'il le jour où il aurait l'occasion de remasteriser ce film en 3D, il le ferait. Donc finalement, il y a quand même une cohérence avec celui-là, mais bon. Parce qu'apparemment, de ce que j'ai compris, c'était vraiment une belle 3D et qui effectivement donnait quand même une autre, sans mauvais jeu de mots, profondeur au film. Mais voilà, et donc si je continue moi sur mes flops, il y a Men in Black International. Là, on est dans la catégorie des films qui, en fait, voilà, c'est un peu du Marvel dans le sens où c'est juste passable. C'est juste, c'est pas nul, c'est loin d'être excellent. On est en plus, surtout moi qui aime bien Men in Black, je veux pas à nouveau faire le puriste et tout, mais même quand tu revois les Men in Black, tu dis bah c'est vrai que c'est du divertissement, des fois qui volaient pas très haut, quand tu vois le 2 notamment, des choses comme ça, encore que je l'aime bien, mais c'est bon, t'inquiète, vas-y rentre. Donc désolé, nous avons été interrompus par un colloque très peu approprié. Je plaisante. Non, je parlais donc de. Tu mets ta caleçon, putain, quand même. Donc je parlais de. Ouais, il était dehors comme ça. Ouais. Encore ces problèmes d'exhibition. Hein, arrêtons. Ne commençons pas. On en est à peine au début de la bière. Ça commence à devenir déjà assez compliqué, surtout pour moi, qui à nouveau soigne ma gueule de bois par le mal, comme dirait tout bon alcoolique. Donc je reprends sur Men in Black, voilà que je trouvais. C'est Jacques. Quoi, Jacques? Tout bon. Non. Bon, coupé. Non, ça enregistre toujours. J'ai vérifié si ça enregistrait parce que j'ai cru que t'avais tué la caméra avec ta blague. Tu vois, surtout que c'est vraiment une blague d'élite, tu sais. C'est ça. Donc Men in Black International que je trouvais finalement assez inutile et il m'a fait en plus un effet on a l'impression qu'il n'y a pas de budget dans le film. Je sais pas si t'as eu ce sentiment là parce que j'ai l'impression genre c'est censé être international donc ils partent à l'étranger mais ils partent à Paris, où est-ce que se passe l'action? À la Tour Eiffel. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait vraiment une... Ouais, Londres c'était pareil, il y avait vraiment je trouvais pas mal de pauvreté dans l'imagination par rapport à ce qu'aurait pu être international quoi. Bon, je vais pas rester une heure dessus à part si peut-être tu veux rebondir après, mais voilà, il y a pas grand chose à dire et ça me rend triste pour les acteurs qui font ce qu'ils peuvent, notamment j'ai oublié son nom, l'actrice qui est aussi dans les Creed, voilà, et qui est aussi que j'aime beaucoup et qui voilà, elle fait ce qu'elle peut, elle est clairement enjouée dans cette licence là, mais bon, ils lui ont pas donné un énorme matériau pour faire quelque chose de remarquable. Pour moi, c'est juste feignant en fait. Oui. Ils auraient pu écrire une bien meilleure histoire et franchement, avec l'univers de Men in Black, il y a de quoi. C'est juste feignant. C'est un peu dans la même logique que Marvel. Pour moi, je le mets dans le même sac. C'est feignant. C'est bon, on fait une histoire. Allez, ça passe. Il y a un acte 2, un acte 1, un acte 2, un acte 3. Bon. On met quelques aliens parce que bon c'est Men in Black donc faut quand même qu'on en mette quelques-uns et puis basta quoi. Ouais. Mais voilà, c'est dommage. Ils auraient et pour autant moi je trouvais ça pas dérangeant qu'ils changent le casting. C'est vrai qu'on était habitué à notre duo qui était super bon quoi. Mais moi ça m'a pas dérangé parce qu'il y a eu beaucoup de critiques aussi là-dessus. Ouais, bon, Men in Black sans Will Smith et Tommy Lee Jones, ça n'a plus d'intérêt. Bon. Ouais. Ça, je n'étais pas d'accord. Bon, bref. Après, pas grand chose à dire, mais comme toi, je l'ai mis dans mon flop. Okay.
Bah, c'est vrai que comme tu dis, oui, c'était pas, ça fait un peu du Marvel, et puis c'est débile de critiquer le casting pour le coup. Enfin, je veux dire, le principe de International, c'était justement d'avoir une autre vision, parce que évidemment que la question alien, elle peut pas concerner que les États-Unis, tu vois, donc c'était intéressant de faire un truc comme ça. Mais bon, passons. Parmi les grosses déceptions, moi j'ai mis ça chapitre 2. Alors je vais pas y rester parce que je sais que vous l'avez pas vu tous les deux. Après la découverte du ça chapitre 1, qui était pas, c'était pas dans mon top parce qu'il était sorti je crois en 2018. Je crois pas que je l'avais, ou j'ai un doute. Ah non, c'était avant qu'on fasse l'émission. Mais peu importe. Je sais que c'était un film que j'avais bien aimé, sans avoir été complètement fan, mais j'ai trouvé que c'était très esthétique, qu'il y avait vraiment une volonté de faire pas simplement un film de divertissement horrifique, mais d'essayer de le porter peut-être un peu plus loin, surtout quand tu touches à quelque chose de culte comme ça, alors que le premier c'est juste un téléfilm, et c'est devenu très culte, hein, alors que c'est un petit téléfilm fauché réalisé par un pote de Carpenter. Mais bon, Tommy Lee Wallace, j'ai envie de citer son nom. Voilà, c'était vraiment sympa, c'était un très bon départ, et je crois que le réalisateur qui nous a habitués à des films en fait d'auteurs horrifiques, il avait réalisé Mama précédemment, je crois ça y est, il est parti il s'est auto-satellisé, il est parti en pétage de plus haut que son cul, parce que vraiment, le mec il a lancé, c'est quand même un film qui fait presque 3 heures, 2h45 je crois, il fait le chapitre 2. Donc déjà paye ta longueur, et puis surtout bah ça le justifie absolument pas. C'est lent, c'est très très lent, parce que c'est plein de flashbacks, parce que il arrête pas de gagner du temps et on comprend pas pourquoi. Enfin t'aurais pu faire beaucoup plus court, et même il y a des choses qui sont très mal gérées, des moments d'humour là où c'est censé faire peur, mais vraiment des blagues, mais on dirait un sketch Golden Moustache quoi. Enfin c'est vraiment non mais tu vois, t'as à un moment donné, t'as des personnages qui doivent choisir une porte pour s'échapper, et il y a une porte sur laquelle il y a écrit en gros par ici ça fait très peur, et il y en a une, il y a marqué là ça fait très 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 peur, tu vois. Bon déjà ok, voilà. Et ils prennent là très 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 peur parce qu'ils se disent en gros bah il nous fait un coup de psychologie inversée, et quand ils entrent il y a un tout petit chiot avec des gros yeux comme ça à l'intérieur. Enfin c'est vraiment, ça devient du comique burlesque. Tu vois, ils voient un petit chiot, évidemment la peur va venir à partir de là, mais ça fait rire, enfin la salle se marre, et je comprends que ça puisse être une intention, mais pas quand tu pars. Enfin, dans le même film, t'as quand même des scènes où tu vas avoir Pennywise qui dévore le visage d'une petite fille de 8 ans. Enfin, c'est quoi là je trouve que ça pose problème en termes de cohérence de ressenti face au film, tu vois, tu peux pas te marrer soit tu décides que le film est comique, soit tu décides que le film est sérieux, mais tu peux pas comme ça dans ce film là jongler entre les deux registres. Ou alors faut qu'il y ait un bon équilibre. Oui. Pour moi faut pas forcément, si tu veux faire de l'humour dans un film, faut pas que ça se tienne sur tout le film. Enfin, il y a des films où tu passes du rire aux larmes, à la peur, au dégoût, pour moi c'est pas une mauvaise chose hein. Non, d'accord, mais d'autant plus que tu sais très bien que les comédies horrifiques j'adore ça, Evil Dead 2 et tout ça, donc oui bien sûr, mais là je trouve que c'était pas du tout à propos, et c'était pas dans la continuité en plus du film précédent je veux dire. Dans mes flops j'avais mis aussi Dumbo. Bon on n'y revient pas parce qu'on a fait tout un débat là-dessus avec un mème d'Antonin, enfin un mème interne que je diffuserai maintenant. Est-ce qu'on n'est pas dans une scène où finalement il y a un réenchantement du réel, et c'est ça qui finalement pétrifie les ouvriers sur place, c'est-à-dire le prolétariat. Voilà, un mème d'Antonin de Dumbo qui est assez rigolo. Donc on passe pas une heure là-dessus, je vous encourage juste évidemment à aller voir notre précédent débat. Et enfin le top flop pour moi c'est Terminator Dark Fate. En fait honnêtement donc voilà, ouais, comme vous l'avez pas vu je vais pas rester trop dessus, je vais juste dire une chose qui est que ça reste je pense dans mon top de mes meilleures expériences de cinéma en salle. Parce que il y a eu un truc très étonnant, et je pense qu'un ami avec qui j'étais reconnaîtra ce dont je veux parler. Il y a eu un fou rire ininterrompu de la salle pendant 10 minutes. Tellement le film fait n'importe quoi. Et si tu veux, ce moment de communion avec la salle où il y avait un fou rire. Mais le pire, c'est que le film le veut, parce que c'était vraiment une blague du film. Mais ça sort tellement de nulle part. Je vous assure, moi, ça faisait très très longtemps que j'avais pas ri comme ça au cinéma. J'étais vraiment plié sur mon siège et les larmes. Ah non, enfin, tout le monde s'est mis à se marrer parce que la scène était drôle, mais le film... C'est un peu comme ça, tu vois, c'est-à-dire que ça n'avait rien à foutre là, cet humour-là. En gros, enfin, je vais pas vous raconter toute l'histoire, mais il y a un passage où on voit Arnold Schwarzenegger, et en fait, tu comprends, donc déjà, rien que le concept, je vous assure ce que je vais dire est vrai, est vraiment dans le film. En gros, l'idée, ça me fait déjà rire. L'idée, c'est que le Terminator, le film commence, en gros, on voit le Terminator qui tue John Connor. Donc en gros, les 3 précédents films, allez vous faire foutre. Voilà, c'est... en fait, John Connor, il est mort. Voilà, mais... 3 précédents films ? Oui, je compte pas, mais ils l'ont annulé, du coup. Ah oui, parce que toi tu comptes... du coup il y en a 5, mais sauf que sur les 5, il y en a un qui se passe vraiment dans le futur.
Donc effectivement, non, j'aurais dû le compter. Mais il y a le 5, du coup, qui s'appelait Genesis. Lui, il a été annulé. Dans la timeline, il compte plus. Ils ont fait tellement n'importe quoi. Oui, ils ont fait n'importe quoi. Donc du coup, voilà, la timeline, elle s'est faite complètement si je puis dire, pour être poli. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'en gros, le film commence, t'as John Connor qui se fait tuer, donc t'es là. Donc tout le 2 n'a servi à rien, tout le 3 non plus. Enfin, parce que oui, il annule le 3, parce que c'est John Connor petit qui meurt. Donc ils ont recréé un visage numérique de John Connor petit, et il se fait tuer directement par le Terminator. Et ça, c'est les premières minutes du film. Donc tu dis, ok, donc 3, 4, 5, vous dégagez, et tout le 2 n'a plus servi à rien du coup. Parce qu'il n'y a plus d'utilité, mais bon bref. Donc t'as tout ce truc lourd, et en fait ce qu'on comprend, c'est que le Terminator, comme il a tué John Connor, ben il a plus de protocole. En fait il a plus rien à faire, donc il se retrouve sur Terre, il a... Ben merde, j'ai plus de mission en fait, donc il sait pas quoi faire. Donc en fait il lance une espèce de programme d'assimilation, tu vois. Donc ça sur le principe c'est intéressant l'idée. Genre la machine qui se retrouve, qui a plus de raison d'être, et qui lance une espèce de programme d'assimilation et d'observation pour voir qu'est-ce que je peux faire maintenant dans ce monde, tu vois. Et je déconne pas, mais le Terminator en gros il a fondé une famille. Donc déjà ça pose tellement de problèmes, enfin le truc il doit faire 250 kilos, il chauffe plus que la normale, et la femme, en gros l'excuse c'est en fait je couche pas avec ma femme, bon bref, déjà non mais c'est très chelou. Il y a ça, il a fondé une famille, il a un gamin, et il est vendeur de tapisseries et de tentures, je vous jure que quand le truc arrive, t'as la salle qui commence déjà à rigoler, tu vois, t'as les gens qui se marrent, enfin imaginez Schwarzenegger qui vend des rideaux, tu vois, c'est clairement ça. Donc t'as le Terminator qui vend des rideaux, clairement c'est ça l'idée, et en plus ils insistent, c'est-à-dire qu'il y a une scène genre d'action, ils arrêtent un peu l'action, parce que t'as Schwarzenegger qui raconte « Une fois j'ai voulu vendre des rideaux avec des petits canards, et en fait le client m'a dit qu'il n'était pas content, donc j'ai préféré lui suggérer les ballons. » Et t'as vraiment la salle, tout le monde s'est regardé, et avec Joris, enfin mon pote avec qui je suis allé le voir, on a explosé de rire à cette réplique. Et je sais que c'est voulu pour être drôle, mais on rigolait pas tant de la blague elle-même que de l'absurdité de ce qui est en train de se passer, alors que juste avant t'avais oui, les machines, la fin du monde. J'ai vendu un truc avec des canards. Enfin, ça n'avait aucun sens. C'est un peu comme dans Genesis que j'ai vu il y a pas très longtemps, parce que j'étais pas allé le voir en salle. Et en fait, Schwarzy maintenant c'est le sidekick de Terminator, mais c'est terrible. Enfin, dans Genesis, il l'appelle Papy, quoi. Et à chaque fois qu'il entre dans le champ et qu'il prononce une phrase, tu rigoles, quoi. C'est devenu enfin, c'était pas ça Terminator, quoi. C'était pas le sidekick rigolo. Ceci dit, je suis pas tout à fait d'accord, parce que Terminator 2, ils avaient instauré un peu le truc de sidekick quand même, mais sidekick c'était l'humour badass. Oui, non, mais il y avait tout le côté avec John Connor qui lui explique effectivement qu'il a pas le droit de tuer comme ça les gens quand il y a un problème machin, donc il y a quand même ce truc là. Il y a le fameux pouce levé quand il meurt à la fin, tu vois. Enfin, désolé pour le spoil, pour ceux qui n'ont pas vu. De toute façon, si vous l'avez pas vu, vous n'avez aucun goût. Et t'as Terminator 3, il y a la scène où il cherche à nouveau des vêtements et il trouve pas les lunettes, du coup il met des lunettes roses avec des étoiles. Donc tu vois, il y avait déjà un peu d'humour comme ça, pourquoi pas. Moi ça me gêne pas forcément. Non, pas à chaque fois, mais là t'as vraiment, ils insistent, ils sont fiers de leur blague à la con, tu vois, et ils insistent sur le truc du mec il est vendeur de tapis, quoi. Enfin, et je te jure, c'est vrai que c'est drôle, mais ça avait rien à foutre là, c'est un moment, une bulle dans le film qui ne s'arrête jamais, tu vois. Et t'as tout un truc, un moment pareil, genre on était mort de rire dans la même scène. En gros, comment elle s'appelle, Sarah Connor, voilà, qui en gros elle craque, elle lui tire dessus à plusieurs reprises, et donc il a plein de balles dans le torse, il fait ça va être dur à expliquer à ma femme. Que des petites blagues comme ça, mais ça n'arrêtait pas, et je te jure que au départ t'es saoulé, et en fait le film m'a eu à l'usure. À la fin j'avais un fou rire tout le long, dès que je voyais Schwarzy dans le film, j'avais vraiment des soubresauts pendant la séance. Donc c'est un flop énorme parce qu'il fait n'importe quoi avec la licence Terminator. Mais c'est une très bonne expérience en salle parce que je me suis rarement autant marré au cinéma cette année. Enfin voilà, c'est ça. Donc voilà pour mes flops, et je vais passer vite parce que sinon on va pas, ça va durer 4 heures. Du coup pour mes tops, en partant par le bas, donc je commence avec, j'ai mis John Wick Parabellum. Rien que le nom, je le trouve tellement stylé. Enfin, rien que le nom, parce qu'à la fois le nom d'une arme, mais à la fois pour la guerre, quoi, littéralement. T'as vu, je parle latin exprès pour toi. Je reconnais l'effort. Voilà. J'y suis sensible. Du coup, tu dis Parabellum ou Parabellum Du coup, Bellum. Non, c'est toujours la langue officielle du Vatican. Ça y est. Non, mais partez pas en débat sur le latin, c'est bon. J'aurais pas dû. J'ai mis Dr. Sleep, donc je crois en 9ème position. Dr. Sleep, parce que j'ai vraiment aimé cette nouvelle lecture, cette suite de Shining. Mais je reste pas dessus pour pas passer 1 heure, et puis parce que vous l'avez pas vu. Le Dain, de Quentin Dupieux, que j'ai rattrapé du coup juste avant ce débat, et que j'ai regretté à mort de pas avoir vu en salle, parce que moi j'ai trouvé ça génial.
trouve ça hilarant. Enfin, je me suis. Enfin, franchement, non, je trouve ça exceptionnel. Franchement, je l'ai pas mis dans le haut du top parce que, bon, après, voilà, il y a peut-être. Je sais même pas pourquoi en vrai je l'ai pas mis dans le haut, mais dans le top du top. Mais c'était, je trouvais extrêmement divertissant. Jean Dujardin, tu sens qu'il a le rôle pour lui. Il est clairement au centre de la caméra tout le temps et il s'éclate. C'est à nouveau t'as à nouveau les obsessions un peu les gimmicks de Quentin Dupieux dans sa réalisation et aussi dans le propos, parce qu'on retrouve une idée commune avec je trouve Réalité, où en fait il y a une mise en abîme de la réalisation dans le film. On voit des gens qui réalisent quelque chose dans le film et ça c'est vraiment vraiment top. Et je veux pas trop en parler parce que le Dain, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le et laissez-vous juste porter par l'histoire parce que vous savez pas où elle va. Vraiment, vous pouvez pas savoir où elle va aller, c'est génial. Ensuite j'ai mis À couteau tiré. Enfin, pas enfin parce que j'avais pas vu d'autres films à part Looper qui était très bien, mais un bon film de Rian Johnson, contrairement à Star Wars 8 et on en reparlera. Non 8. Du coup, Rian Johnson qui, voilà, quand sur des petits projets il est très bon. Looper c'était très bien, je trouve, en termes de SF. Et À couteau tiré, si vous aimez les Cluedo géants, les styles Agatha Christie où on te retourne la tête par plein de retournements de situation machin, c'est génial. Ça je vous le conseille fortement. Salut. un Olibrius vient de passer. Olibrius. Oui, toujours en caleçon. Non, toujours pas de caleçon, effectivement, complètement nu. Je continue donc vite fait avec Toy Story 4 que j'ai mis dans mon top. Tu en parlais tout à l'heure et je trouvais effectivement que c'était assez. C'est une saga, oui, qui s'est pour moi jamais essoufflée. Et j'avais très peur quand ils ont annoncé le 4 parce que je trouvais que le 3 était une très belle conclusion. Et finalement ils ont réussi à relancer le truc et je trouve que ça fait pas forcer, on sent pas que c'est l'opus de plus parce qu'il faut tirer du budget, enfin tirer du fric de ça. Je trouvais non, que c'était bien fait. Bah tu sens que ils l'ont, quand tu dis c'est pas forcé, c'est qu'ils avaient une histoire à raconter. Tout à fait. C'est comme Pixar qui avait annoncé à partir des Indestructibles 2 on fera plus de suite à nos films. Là ils avaient quelque chose à raconter, c'était pas juste tiens cette licence elle marche bien, on va faire un 2, 3, 4, 5, 6 parce que comme Star Wars, parce qu'on est sûr que ça va faire du pognon. Ceci dit, il faut quand même pas oublier que je pense que le Toy Story 4 il a eu lieu parce que c'est Disney qui a racheté Pixar aussi. Et je pense que après ceci dit, est-ce que le 3 était déjà Disney parce qu'ils ont racheté Pixar en 2007 je crois. Le 3 il date de... Ah oui non, le 3 devait déjà être sous licence Disney, donc c'est peut-être pas... Mais bon, disons que la nouvelle direction de Disney aujourd'hui est clairement dans... on a des vaches à lait et il faut clairement le pomper le lait le plus possible, quoi. Mais après voilà, tu peux partir de, entre guillemets, mauvaises intentions, mais après faire un très bon film derrière et effectivement avoir une belle histoire à raconter comme c'était pour Toy Story 4. Ensuite j'ai mis Vice, donc film politique sur Dick Cheney, voilà, avec Christian Bale qui effectivement fait une très belle prestation. J'ai rien à dire sur lui, on va pas se moquer encore une fois Christian Bale. Je sais plus ce qu'on avait dit dans le précédent débat en 2018, ça m'avait beaucoup fait rire. Je crois que t'avais dit un truc du style t'avais dit je sais plus comment t'avais sorti ça, mais t'avais dit genre un acteur est un meilleur Christian Bale que Christian Bale. Et je sais plus de qui tu parlais, ça m'avait fait rire, mais bref. Donc passons rapidement dessus, même si je sais pas si vous l'avez. Toi tu l'as vu parce que je crois qu'on l'a vu ensemble, Vice. Ouais. Toi je crois. Mais voilà, très très bon film politique et juste rien que le début du film est génial parce que ils disent en gros Dick Cheney est un des mecs les plus secrets des États-Unis en termes. Enfin, on sait très peu de choses concrètement sur ce qu'il a fait parce que tellement de secrets défense. Et donc il y a marqué au début, ce film est une histoire vraie. Enfin, on a essayé parce que globalement on sait rien, on n'a rien pu trouver du mec, mais je vous assure, mais bordel on a essayé. Le film commence avec bordel on a essayé. J'ai mis Us de Jordan Peele, donc j'allais dire la suite de Get Out, c'est pas une suite, mais disons que c'est dans le même esprit et c'est, je crois que c'est... Ouais voilà, une espèce de suite spirituelle de Get Out, et je trouve que ça va encore plus loin, je pense que je le préfère encore que Get Out d'ailleurs, et j'ai trouvé que Us sur le fond, sur le propos politique, on rejoindra, c'est les mêmes thématiques que Parasite, que Joker, et on y reviendra là-dessus sur ce thème qui est très présent cette année. J'ai mis Parasite dans le top 3, Joker dans le top 2 et enfin premier film pour moi de l'année, le meilleur que j'ai vu en salle, un film français, Le Chant du Loup, que j'ai trouvé exceptionnel, mais on en reparlera. Qui veut se lancer dans ces top flop? Donc oui, une bonne année du coup, hein. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses dans les tops. C'est vrai que dans quasiment tous les films que t'as cités, ceux que j'ai vus parce que j'ai pas tout vu, mais je suis plutôt d'accord avec toi. Je rajoutais peut-être Midway que j'ai bien aimé aussi. C'est un peu ce que tu disais, on sent le manque de budget peut-être un petit peu, mais ça reste des porte-avions qui explosent.
Donc, donc c'est plutôt sympa. Et de mémoire, tu l'avais mis dans tes attentes. Oui. Et je l'avais mis dans mes attentes. Et ben j'ai. Et t'avais dit ça aussi. Eh ben, Tu voulais voir des porte-avions Eh ben j'ai vu des porte-avions exploser, donc je suis ravi. T'as mis dans le tome, mais c'était sympa. Ouais. C'était sympa. Voilà. Vice aussi, ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé à le mettre, mais c'est vrai que ça a été un très bon film, et je pense que le ton était à la fois un petit peu différent de The Big Short, à la fois quand même il y a une continuité, et je pense que du coup il y a vraiment un ton qui a été trouvé, et c'est sûr que ça va continuer. Il va continuer à faire des films comme ça, quoi. Adam McKay, ouais, c'est ça. Je cherchais le nom. Oui, c'est ça. Et tu sens d'ailleurs qu'il y a une communauté quand même dans la mise en scène, dans le ton, c'est très très cynique, très. Et donc après dans mes tops, moi j'avais mis aussi beaucoup de films d'animation, beaucoup d'animation cette année. Toy Story 4 bien évidemment. J'ai été voir aussi Comme des bêtes, qui était vraiment très bien. Ah ouais. Franchement, enfin Comme des bêtes 2 du coup. Oui. Oui, pardon. Comme des bêtes 2, du coup, ouais, qui était vraiment très bien. Dragon 3 aussi, qui était pas mal. Voilà, des films, alors parfois un peu qui tirent un peu vers les bons sentiments, mais franchement, l'animation est cool, la mise en scène, tout, donc c'était plutôt très sympa. Et puis après, oui, évidemment, John Wick. Voilà. De gros fans, Voilà. Là aussi, j'ai pas été déçu. J'ai peut-être trouvé un petit ventre mou au film à un moment. Mais scène de l'œil. Mais voilà, j'en dirai pas plus, mais voilà. Voilà. Mais le film est vraiment, enfin voilà. Et puis voilà, c'est toujours un plaisir de voir Keanu Reeves botter des culs comme ça. D'ailleurs, je peux juste dire un truc à ce sujet. J'espère vraiment qu'ils étaient dotés d'une bonne équipe en termes. Enfin, j'espère qu'ils avaient un partenariat avec un vitrier. Parce que t'es d'accord que ils passent leur temps à péter. Et tu sais, c'est tout le long du film. Et t'as cette scène finale où clairement c'est que ça. Ils pètent que. Et ça devient presque drôle à un moment, tu vois. Mais c'était vraiment fun. Mais d'ailleurs, si tu regardes, même il passe son temps aussi à péter des visières de casque pour te dire jusqu'où ça va, quoi. Bon, ça justifie dans le film, hein. Mais voilà. Et puis après aussi, ouais, du coup, une bonne année pour le cinéma français, avec Le Chant du Loup, comme tu as dit, qui a ses défauts, mais qui vraiment est un peu un ovni quand même dans le cinéma français, je trouve. Ça faisait très 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 longtemps qu'on n'avait pas eu un film. Déjà un film de guerre français, ensuite un film quand même avec du budget, et puis qui quand même est bien réalisé, et prenant, a une mise en scène, voilà, et puis qui est aussi un film de sous-marin qui change des films de sous-marins américains, peut-être qu'on avait l'habitude de voir avec les trucs comme K-19, enfin voilà quoi. Voilà, et puis un autre film français moi qui m'a beaucoup plu cette année, c'était Edmond, alors en tout début d'année. Ça devait être vraiment en janvier, mais vraiment au tout début, quoi. Sur Edmond Rostand, c'est ça ? C'est ça, voilà. Donc sur Edmond Rostand, donc qui écrit la pièce Cyrano, qui d'ailleurs le film est une adaptation de la pièce de théâtre réalisée par celui qui avait mis en scène la pièce de théâtre qu'il avait écrit, peut-être, je crois. Faudrait que je vérifie ça. Mais donc c'est la et c'est là que je trouve que c'est pas mal en plus, c'est que on voit pas que ça a été tiré d'une pièce de théâtre, c'est-à-dire que le film rajoute vraiment quelque chose. Je veux dire, on a des décors qui changent. Enfin, on pourrait s'attendre avec une adaptation d'une pièce de théâtre, à ce que du coup ce soit très fixe, qu'on ait que quelques décors, que voilà. Et en fait, bah non, le film arrive à donner de l'ampleur à l'histoire. Les gags restent drôles et du coup c'était vraiment une bonne expérience. Donc voilà, c'est pas. Alors du coup, moi je vais commencer par les tops en partant de la fin. J'ai quelques films en flop, et puis une catégorie un peu à part. Enfin, je sais pas à quel moment on pourra en parler, ou notamment dedans il y a Nicky Larson. Oui, on en parlera après. Ok, donc ça j'y reviendrai dessus après. Alors pour les tops, comme Antonin, j'ai 3 films français dans mon top, donc c'est quand même
important à souligner. Le premier, donc du coup en partant de la fin, c'est L'Intervention, un petit film qui est passé totalement inaperçu, où dedans il y a Alban Lenoir et Sébastien Lalanne. Et en fait c'est un film de guerre. C'est pour ça que ça m'a vachement étonné de voir ces deux acteurs avec un rôle pareil. En fait c'est un film qui décrit la toute première intervention qui a créé le GIGN. Vous savez, la prise d'otage qu'il y a eu Pas dans l'avion non, pas dans l'avion, c'était à Djibouti. Je crois que c'est un truc comme ça. Ouais, c'était à Djibouti, où en fait, voilà, il y a eu une classe, un quart scolaire qui a été pris en otage par des soldats. Alors, c'est quoi? C'est quel pays? Putain, j'ai aucun souvenir. C'est l'Éthiopie ou Et c'était les enfants qui avaient cherché au départ Ouais, ils cherchaient beaucoup, oui. Le moment où le voyage scolaire tourne mal avec les gamins derrière le bus qui font comme ça avec aux voitures, tu sais, ok, on se le fait. Bon, mon frère va m'engueuler parce qu'il victim shaming, s'il te plaît. mon frère va m'engueuler parce qu'il connaît très bien voilà, il est fan de tout ce qui est Violence. GIGN, Raid. Je crois qu'il a même lu un bouquin là-dessus où c'est un des membres qui raconte l'histoire. Enfin bref, il va m'engueuler de pas être précis sur les événements. Mais bon, en tout cas, le film est très cool parce que il y a une super ambiance et les scènes d'action sont pour moi hyper bien foutues. T'as des scènes au sniper. Des coups de feu que j'ai rarement vu dans un film français quoi. Quand je voyais le film j'étais là putain mais ça a rien à envier à une production américaine où ça tire dans tous les sens. Non, j'aurais dû aller regarder ça avant, mais voilà, un petit film qui est sorti en début d'année, qui est passé totalement inaperçu. S'appelle L'Intervention, voilà, et qui narre du coup ce moment où le GIGN a pris la décision, qui n'était pas le GIGN encore à l'époque, qui a pris la décision d'intervenir et de sauver voilà ces gamins qui étaient pris en otage. Fred Grivois. Je vois Télérama 1 sur 5. Bon. Fred Grivois. Putain, mais Fred Grivois, on dirait le nom d'un réalisateur de porno. Fred Grivois, c'est Francis Ford Coppola. Francis Ford Coppola. Qu'est-ce qu'il a fait? La résistance de l'air, l'intervention. Donc c'est son deuxième long métrage. Non mais Fred Grivois. Je te dis, on dirait Francis Ford Coppola et John Beirut. Excusez-moi, je connais pas. On va passer. On coupera au montage. On pourrait faire le top des films porno. Du coup, en deuxième film que j'ai mis dans mon top, J'ai bois ta bière putain. Tu bois mais oh non, en plus, j'ai la gastro en train de... Non, je fais ça. Ah non, en plus, il y en a deux. Est-ce que je peux continuer? Oui, on parlait de gastro. Du coup, deuxième film que j'ai mis dans mon top. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de caleçon. Moi, je vous propose de continuer ensemble. Hein. Quentin is boring. Is bored, pardon. Donc, en plus, j'ai beaucoup envie de parler de ce film. C'est Klaus. Ouais. Tu disais une très bonne année en termes d'animation. Donc, Klaus, c'est un film Netflix d'animation que j'ai trouvé très touchant. Très bien fait en termes d'animation. Il y a des gens qui critiquent le scénario en disant que c'est très basique, alors que moi je trouve que c'est un film de Noël en fait, mais qui prend pas les enfants pour des cons. Et franchement, c'est le genre de film que j'ai envie de voir tous les ans, tu vois. Arrivé à la période de Noël, vraiment, ça fait du bien de voir un film qui traite entre guillemets la magie de Noël aussi bien, avec une histoire qui est complètement nouvelle. Tu vois, c'est pas un téléfilm à la con ou un film qui vraiment joue sur la fibre de Noël. C'est vraiment, l'histoire est bien construite avec un postier, enfin qui se retrouve dans un trou perdu. Et Père Noël Origin Story. Voilà, non mais c'est un peu ça. Et bah oui, bon, t'as un vieux dans les bois qui construit des jouets. Bon, voilà. Bon, dit comme ça, je vends mal le film. Mais voilà, le prétexte, c'est l'histoire, c'est un mec qui se retrouve dans, je donne pas la raison, mais bon, c'est le début du film, qui se retrouve dans un trou paumé et qui doit atteindre un quota de courriers envoyés. Public management, en fait. Et en fait, en poussant les gens à envoyer des lettres, et ben en fait, il change complètement le village dans lequel il est. Et voilà, il se passe plein de choses et c'est très touchant, très beau. Il y a des moments, bon, forcément, au niveau de l'animation, du visuel et au niveau de la musique, enfin, tu sais qu'à un moment tu vas lâcher ta petite larme. C'est très, enfin. C'est très beau, c'est très touchant et ça fait du bien de voir des films de Noël qui traitent de Noël de cette manière-là. Voilà, donc je l'ai mis dans mon top. En plus, un film Netflix. Alors par contre, je me disais, est-ce que les films Netflix vont rester indéfiniment sur la plateforme? Parce que tu vois, si par exemple, je sais pas, moi dans 20 ans j'ai envie de montrer ce film à mes gosses,
Est-ce que je pourrais le faire ou c'est là où tu... Je pense que les films Netflix, oui. Enfin, il n'y a pas de raison. À part si. Non, mais si, ils ont la licence. Oui, voilà. T'aimerais avoir le support un peu dématérialisé, matérialisé plutôt, pardon. Je m'en mêle les pinceaux. Pour terminer, je vais pas non plus parler très longtemps. J'ai peur. Très longtemps de chaque film parce que le but c'était plutôt de donner le sommaire. J'ai mis The Irishman. Donc le dernier film de Scorsese que j'ai trouvé plutôt bon, très long, mais ça m'a pas dérangé. J'ai mis Ad Astra, que j'ai beaucoup aimé parce que j'ai vu aucun de film de James Gray, donc on en avait parlé, tu me disais que ça racontait la même histoire que son film précédent. Il y avait des thématiques propres, disons. Voilà, le film part un peu de la même chose, mais voilà, c'est dans un autre contexte que j'ai trouvé magnifique. C'est sûr très contemplatif et peut-être que ça a dérangé beaucoup de gens parce qu'ils s'attendaient à voir un bon film d'action avec Brad Pitt dans l'espace, quoi. Alors qu'en fait, c'est une très belle histoire qui cause pas du tout de ça. Once Upon a Time in Hollywood, que j'ai adoré. Pareil, film assez long, mais tu vois pas le temps passer, t'es absorbé dans le film. Enfin, je trouve du grand Tarantino. Parasite, que j'ai trouvé vraiment excellent. Vraiment, Bong Joon-ho nous surprend. C'est presque un huis clos, mais t'as l'impression qu'il se passe plein de choses à plein d'endroits, alors qu'en fait t'es toujours un peu sur la même unité. Enfin, si, à la limite, il y a 2 unités de lieu, mais quand même, enfin, film incroyable. Le Chant du Loup, que j'ai adoré, vraiment, qui m'a mis en tension. Enfin, ça fait du bien de se dire, ça, en France, on est capable de produire ce genre de choses. Joker, que, là, le haut de mon top, c'est un petit peu le même que le tien. Joker, que j'ai trouvé très bon, même si effectivement il y a eu un engouement médiatique. On en parlera après. Ensuite, Ne coupez pas, un petit film japonais excellent. Qui en fait est pour l'histoire, c'est un petit film fauché qui est sorti dans une salle au Japon en 2017, et en fait par bouche à oreille le film s'est développé un peu partout, et finalement il a fait je pense 2 millions d'entrées, un truc comme ça, et ils l'ont exporté au Japon, et pas en France, hein. Et du coup ils l'ont exporté en France, et il est arrivé chez nous cette année, et voilà, un petit film en fait où on suit une équipe qui réalise un film de zombies un peu fauché, et ça part en couille. Et vraiment, le film est excellent, c'est drôle, c'est bien réalisé, avec un très petit budget. Vraiment, franchement, je vous le conseille. Ça renouvelle aussi le film de zombies. Et puis là, j'aime beaucoup aussi les films qui parlent de cinéma, qui montrent comment on fait du cinéma. Et là, en l'occurrence, le film est vraiment bon à ce niveau-là. Okay. Et enfin, en première position, et pour moi c'était une énorme claque, Star Wars 9. Portrait de la jeune fille en feu, donc film français, qui est très esthétique, très contemplatif, avec peu de débit de parole, mais à chaque fois, chaque dialogue c'est de la punchline, de la punchline, de la punchline. C'est très très beau, c'est très touchant, donc, et c'est un film vraiment profondément féminin, mais qui est pas non plus féministe à outrance, quoi. C'est-à-dire que c'est réalisé par une femme, l'équipe technique c'était quasiment que des femmes. Propos dangereux. que des, non mais c'est pas dangereux, que des actrices. Enfin, je crois qu'on voit quasiment pas d'hommes dans le film, ou alors à la fin, mais bon, vraiment, voilà, c'est un film qui parle des femmes de façon admirable. Enfin, c'est admirable. Enfin, attention, je peux pas en juger, mais voilà, très très beau, où en fait on suit, je dis pas de quoi le film parle, c'est un film qui parle un peu d'une histoire d'amour, et qui est vraiment sur le regard, et puis sur tout un tas de choses qui s'imposent à toi un peu en tant que femme, et donc on suit en fait une histoire d'amour qui se crée peu à peu. Et là où j'ai trouvé vraiment le film très original, c'est que tout la première grosse demi-heure du film, enfin même la première heure je dirais, en fait c'est une peintre qui est amenée qu'on appelle pour
peindre un portrait d'une femme pour l'envoyer à son mari qu'elle a jamais vu, pour qu'il la voie la gueule qu'elle a avant de se marier, quoi. C'est un peu je schématise. Tinder Origins. Mais c'est un peu ça l'idée, quoi. Elle est obligée de se marier. En plus, sa sœur vient de c'est pas du spoil, hein, sa sœur vient de se suicider. Elle voulait pas se marier avec ce mec. Donc voilà, pour autant te dire qu'elle a pas trop envie d'aller là-bas. Et donc on appelle une femme pour la peindre parce que la peintre précédente n'avait pas réussi à la peindre. Donc il y a un peu de mystère au début du film. On se dit ouais, quelle tête elle a, enfin. Et en fait, du coup, cette peintre, elle décide de pas la faire poser et de la peindre, mais de passer du temps avec elle. Et ensuite, donc, elle l'observe pour pouvoir la peindre après. Et c'est ça qui est vachement bien dans ce tout début de film, c'est qu'en fait, toi, tu te prêtes au jeu à essayer de scruter les petits détails du personnage, pour essayer, toi, de dire ah ouais, quelle tête elle a et tout machin, d'essayer de la graver dans ta mémoire. Enfin, tu te mets dans la peau de la peintre. Enfin, en tout cas, moi, quand j'ai vu le film, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et tu te mets à regarder, à scruter. Enfin, ça t'amène à regarder autrement le film. Et voilà, en ce sens, c'était assez extraordinaire. Et puis voilà, les actrices, elles jouent admirablement bien, elles sont magnifiques. Enfin, c'est un film super beau, quoi. Okay. Moi c'est vrai que je regrette de pas l'avoir vu en salle, je l'ai pas encore vu du tout, mais je sais qu'il a une ressortie, je dis ça au passage, il y en a qui veulent le voir, il ressort le 15 janvier, pendant au moins une semaine ou un truc comme ça, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il a été nommé dans des... oui, mais je veux dire, est-ce que du coup il y a une échéance qui vient et qu'ils le ressortent, peut-être c'est pour les Césars. Donc voilà, donc je sais qu'ils le ressortent à partir du 15 janvier, donc moi j'irai le rattraper à ce moment-là. Et après, si je peux me permettre, tu disais c'est pas du féminisme à outrance, mais je me dis, tu sais, vu l'époque, je pense qu'un peu de féminisme à outrance fait pas de mal, tu vois, en soi. Mais bon, écoutez, très bien, nous avons fait donc l'état des lieux de nos tops et nos flops, et je vous propose de discuter autour de 14 films, dont il y a certains qu'on a déjà abordés, qu'on va pouvoir passer très vite. Mais le premier que je voudrais aborder, et je suis navré Antoine, tu vas rester un peu en dehors parce que je crois pas que tu l'aies vu, mais on va en parler vite, c'était Nicky Larson, parce que toi et moi, on l'avait mis dans les... Il faut en parler, mais pas dans les tops ou les flops. Alors du coup, tant que j'ai le micro, j'en profite pour commencer. Donc c'est un film que j'ai rattrapé avant de faire ce débat. Alors la première chose qu'il faut dire, c'est que c'est drôle. C'est clairement très drôle. Enfin, Nicky Larson, je pense que, à moins d'être vraiment un bloc de glace, je pense que globalement tu vas te marrer quand même devant le film. Et pour moi, pour quelqu'un comme moi qui a mis l'année dernière le paquet dans le top, non mais on me l'a beaucoup reproché, mais je maintiens. Bah c'est ça, je signe. Clairement, tu te marres, c'est très fun. Et moi, j'ai peu de souvenirs de l'animé. Je sais que je le regardais un peu quand j'étais petit, Nicky Larson, parce que je crois que ça passait au même moment que Détective Conan. Je sais que c'était... Ça passait sur NT1. Et Conan, Détective Conan, ça passait pas sur France 3 ? Alors peut-être que c'est moi qui fais des associations bizarres, effectivement, mais en tout cas, je sais que... C'est tout sur la même oui, bon, recommence pas avec ton misérabilisme là, tu nous emmerdes, Antoine. Voilà, et bonne année. Non mais, et en tout cas peut-être que je fais des associations, mais j'ai très mauvais avec ces pistaches depuis tout à l'heure. Je me souviens que, en tout cas, disons que j'avais le même âge quand je regardais, je pense, les deux. Et c'est vrai que je crois me souvenir, autant Conan j'aimais beaucoup, mais autant je crois que Nicky Larson je comprenais pas de quoi ça parlait. De mémoire, ça me laissait un peu en dehors. Mais disons que j'ai quand même retenu certains trucs, et quand j'ai vu le film, ça m'a fait, tu sais, une expérience de mémoire. Je crois que j'avais déjà dit ça l'année dernière sur un autre film, bon, je vais réutiliser la même expression. Ça m'a fait une expérience proustienne, tu sais, de mémoire. C'est-à-dire que d'un coup tu dis, ah putain, oui, ça je connais, je l'ai déjà vu quelque part. Enfin, tous les moments, oui, quand elle sort le marteau, les trucs comme ça. J'avais même le coup des canards. Tu vois dans le film le moment où il met des canetons dans une machine. Oui, c'est absurde dit comme ça, mais dans une machine, dans une souffleuse. C'est bien le truc, le canard qui passe sur l'écran. C'est ça qu'ils ont essayé de refaire. Je pense, oui. C'est génial l'idée. Enfin, bref. Et du coup, je me suis rappelé de ça. Donc ça, c'est clairement, le film est drôle. Ok. Après, il y a un gros truc qui me dérange. Je sais pas si ça t'a fait la même chose et tu m'en diras plus. Philippe Lachaud, du coup le réalisateur, il joue le premier rôle. C'est lui, Nicky Larson, et je trouve que Philippe Lachaud joue mal. Et ça, c'est un truc je suis navré si il tombera pas sur cette émission, mais s'il tombe dessus, en fait, je me suis demandé tout le long du film, et je plaisante pas, je me suis demandé, est-ce qu'il essaye de coller au jeu des doubleurs de l'époque ? Tu sais, ils avaient un peu un jeu comme ça, effectivement, parce qu'ils essayaient d'adoucir, du coup, l'animé sur son côté violent et tout. Et j'arrêtais pas de me dire, mais il a une façon de jouer, on dirait effectivement le travail des comédiens de doublage de l'époque sur Nicky Larson. Et si c'est pas ça, franchement, je trouve, et c'est pas le seul, hein, je dis lui, mais je trouve que dans ce film-là,
il y a certains moments où je trouve ça fait... je trouve que dans la façon de jouer, ça ressemblait à pas mal à certains sketchs que tu as trouvés sur YouTube. Vous pouvez peut-être me trouver méchant, mais j'essaie même pas en plus d'être méchant parce que j'ai bien aimé le film. Mais sincèrement, moi, tout le long du film, j'avais l'impression de voir un mec qui récitait un peu son texte et c'était très chantant. C'est la façon de jouer. Ah ouais, mais si je peux pas récupérer le truc, jamais je pourrais être là à l'heure. Comment on va faire? Tu vois, il y a un côté comme ça dans le film et ça m'a un peu gêné. Et je sais pas, ça m'a par moments sorti du film. Et je sais pas si c'est vraiment une intention ou quoi. Bon, mis à part ça, j'ai trouvé comme le film, encore une fois, bon, très drôle. C'est l'action qui est clairement ouf, et c'est là où le film, j'ai hésité à un moment donné de me dire, est-ce que je le mettrais pas dans le top, mais genre en soutien, pour se dire, on fait des films d'action quand même comme ça en France aujourd'hui. C'est clairement inspiré de Kingsman, hein. Enfin, pour moi, il y a clairement une inspiration claire de Kingsman en termes d'action, la façon dont la caméra se balade dans les scènes, etc. de combat. Mais peu importe ton inspiration, c'est pas grave, c'est pas du copier-coller non plus. Je trouve que c'est très fun d'avoir un film comme ça français, qui est très audacieux dans le montage, dans la réalisation. Voilà, l'histoire est simple, elle se tient, elle est un peu bête, tu vois, cette histoire de filtre d'amour, si on veut, mais quand même vachement fun, tu vois. Donc voilà, mais moi c'est le jeu d'acteur qui m'a essentiellement posé problème, globalement. Bah, tu vois, moi c'est pas tant le jeu d'acteur qui m'a posé problème, c'est plus la construction du scénario que j'ai trouvé très basique. Enfin, bon, ça se tient, hein, comme tu dis, ça se tient, mais j'ai trouvé vraiment ça. J'attendais un peu plus d'originalité. Mais pour moi, Nicky Larson, c'est pour ça que je voulais ça tombe bien qu'on en parle. Je le mets un peu dans le même panier, même si c'est pas vraiment comparable, que Alita Battle Angel et Pokémon Détective Pikachu. Alors, je m'explique. Je les ai vus tous les deux. J'ai aucune vie, putain, dommage. Merde. Alors pourquoi je les mets un peu dans le même panier? Parce que je trouve que ces trois films qui ont essayé des choses, qui se sont pas trop mal démerdés par rapport à tout un tas d'adaptations qu'il y a eu, qui étaient vraiment bâclées, faites avec de mauvaises intentions. Et ces trois films-là, même si je mets un petit bémol à la fois sur les trois, j'ai le sentiment qu'ils ont été faits avec les meilleures intentions du monde et des gens qui aimaient le matériau de base. On sent vraiment que Philippe Lachaud, il adore Nicky Larson, qui est vraiment, ça lui tenait à cœur. Ben voilà, il le réalise, il écrit et il joue le rôle titre, donc c'est vraiment qu'il est fan. Beaucoup de références, notamment même à d'autres mangas. Je sais plus pourquoi. J'ai en tête un moment. Ranma 1,5. Ouais, il y a ça. C'était génial. Et il y a aussi un moment, je sais plus pourquoi. Je crois que c'est la porte. Il y a marqué C18 sur la porte. Enfin, il me semble, il y a un truc comme ça. Voilà. Il y a plein de petits Easter eggs c'est ça. dans le film. Donc voilà, on sent vraiment que c'est des gens qui aiment ce qu'ils font, et ça, du coup, je peux pas leur enlever. Et justement, c'est pour ça que ces films, je les aime, mais quand même, je trouve que ça manque de profondeur. Et notamment Nicky Larson, pour moi, c'est vraiment la seule chose qui fait défaut, c'est que je trouvais l'histoire un peu basique. Mais après, voilà, ça adapte. De mémoire, il n'y avait pas beaucoup d'épisodes qui étaient en plusieurs temps. C'était à chaque fois une histoire indépendante. Ouais. Voilà, donc on adapte une série. Bon, il a fait un scénario un peu basique, mais bon, c'est quand même pas comparable avec le Nicky Larson de Jackie Chan. Avec Jackie Chan. avec Jackie Chan. Par le mec qui avait fait Future Cops, dont avait parlé Karim Debache, le film sur l'adaptation non officielle de Street Fighter. Et ben du coup, le Nicky Larson de Jackie Chan, c'est aussi une fausse adaptation. Enfin, c'est genre, ça s'écrit pas comme Nicky Larson, quoi. Donc voilà, pour moi, et Alita Battle Angel, c'est pareil, c'est fait avec des super bonnes intentions, même si on en avait parlé au débat manga, donc je reviens pas dessus. Et Pokémon Détective Pikachu, pareil, que j'ai pas mis dans mon top ni dans mon flop, mais que j'ai trouvé. Déjà, rien que le film démarre avec un mec qui est orphelin, et le premier Pokémon qu'on voit dans le film, c'est Osley. C'est vraiment que les mecs. Les personnes qui ont bossé sur ce film aimaient Pokémon, connaissaient l'histoire dans le jeu. Voilà, Osley il a perdu sa mère. Enfin, c'est voilà, tu sens que ils ont pas fait ça n'importe comment, quoi. Même si voilà, encore une fois, là le scénario était, l'histoire était pas extraordinaire, mais ça se tenait avec des beaux effets spéciaux. Les Pokémon étaient bien intégrés. Enfin, puis Ryan Reynolds. Qui joue Pikachu, enfin meilleur casting. Bon bref, voilà, ces trois films, je voulais en parler parce que quand même ça me donne espoir. On en avait parlé pour le cas d'Alita sur le débat manga, ça donne espoir que à l'avenir on commence à être de mieux en mieux. Il y a du mieux sur les adaptations de manga ou même de la pop culture tout simplement au cinéma. Je reprends
reprend vite fait. Du coup, on passe sur Nicky Larson. Bon, après, bon, voilà, on n'a pas eu la même perception, peut-être par rapport au jeu. Visiblement, ça t'a pas dérangé. Donc c'est peut-être moi, peut-être c'était une intention, je sais pas pourquoi. Ceci dit, parenthèse, je suis allé voir parce que ça m'a assez intrigué. Et c'est vrai que Philippe Lachaud, il n'a joué quasiment, à 2 exceptions près, il n'a joué que dans ses films en fait. Et donc du coup c'est pas non plus, enfin c'est pas son boulot principal je pense d'être acteur, et j'espère, je connais pas beaucoup tout son travail donc je veux pas paraître insultant et je suis désolé, c'est peut-être moi qui ai pas compris une intention de jeu, mais voilà, moi ça m'a un peu, des fois un peu sorti du film. Mais passons, j'avais noté donc Alita Battle Angel parce qu'on on l'avait tous les trois vu et tout, mais on en a déjà parlé dans notre débat effectivement sur les mangas. On peut avancer et dans l'ordre de sortie, donc dans l'ordre chronologique, on peut parler du Chant du Loup peut-être un peu plus longtemps, vu que quand même il est tous les trois, on l'a tous les trois mis dans le top, c'est quand même pas rien. Moi il fait même, c'est mon top 1. Ceci dit, t'en as très bien parlé tout à l'heure Antonin, donc je sais pas si on a beaucoup de choses à dire de plus, si ce n'est qu'effectivement c'est un très beau film. C'est un film français, je pense que c'est important quand même de le ressouligner, de se dire que c'est bien de soutenir des projets comme ça, et je trouve que voilà, ça pousse le cinéma français un peu plus loin, et je pense que c'est marrant du coup de voir Mathieu Kassovitz dans ce film-là, lui, parce que je trouve qu'il est cohérent avec ses propos quand il dit le cinéma français, voilà, allez vous faire foutre à vos cinémas de merde. Tu vois, quand tu dis un truc comme ça si violent, au moins derrière il faut assumer, et après tu sélectionnes tes projets auxquels tu participes sciemment, tu vois, et je trouve que lui il a une cohérence dans sa carrière, même si des fois il a pu se planter ou quoi, quand tu vois son film notamment avec quand il s'appelle Vin Diesel, bon je sais plus comment il s'appelle, je l'ai vu, mais qui est pas très bien. Mais il est pas très bien, même il y a eu un documentaire dessus pour expliquer comment Vin Diesel a foutu le film en l'air en gros, mais bon bref. Mais voilà, mis à part peut-être ce truc-là qui est un peu particulier, il a clairement, toute sa carrière témoigne de cette envie de pousser le cinéma français un peu plus loin, ou en tout cas dans une direction autre que celle qu'on lui connaît habituellement, et ça c'est tout à son honneur, et Le Chant du Loup effectivement était un super beau projet. Moi je trouvais même toute cette histoire effectivement de suivre un métier très particulier, celui d'oreille d'or, donc je sais pas quel est le terme officiel, mais bon... Opérateur acoustique, tu dis ? D'accord. Voilà, c'est quand même, c'est quelque chose. Ouais, c'est ouf déjà, et puis surtout c'est quelque chose dont j'avais juste pas conscience. En fait, j'étais pas au courant effectivement de l'existence de ce métier particulier. Donc c'est bien de les voir, c'est bien, c'est cette ambiance dans le sous-marin, donc du coup forcément, à style huis clos, étouffant et assez anxiogène forcément. C'est formidablement mis en image, le jeu des lumières et tout. Enfin, vraiment, pour moi, c'est un 20 sur 20 quoi. Il y a vraiment. Oui, et le son, bien sûr, tu as raison, c'est le truc qu'il faut souligner. Ça, moi qui collectionne beaucoup de DVD et tout, je veux dire, je serais malvenu de dire il faut voir tous les films absolument en salle. On a déjà eu ce débat d'ailleurs un peu l'année dernière sur faut-il voir un film en salle, mais clairement, Le Chant du Loup, à moins d'être équipé d'un vrai système de son surround et de home cinéma chez soi, tu peux pas profiter du film pleinement si tu le vois pas en salle, parce que le principe c'est que la salle devient le sous-marin le temps du film, et je trouve que c'est dommage en fait, c'est un peu gâcher et perdre une partie du message du film que de ne pas l'avoir vu en salle. Je trouve que c'est un truc qui est un peu dommage. Alors c'est vrai que d'ailleurs j'étais un peu déçu parce que je suis allé le voir à l'UGC à Toulouse. Il existe encore ? Quand il existait encore, et j'étais un peu déçu parce que du coup c'était pas une grosse salle si je me souviens bien. Et ça faisait un peu... Alors je sais pas, d'un côté c'était plus petit donc ça faisait un peu plus claustro, ce qui est raccord avec l'idée, mais d'un autre côté il y avait moins l'ampleur justement du son, du gros écran, et du coup je suis un peu partagé. Mais c'est vrai qu'il y a clairement un plus au niveau du travail du son, et puis même d'être dans le noir, c'est vrai que tu peux plus apprécier le travail qui a été fait sur le film à ce niveau-là si t'es en salle. Ça c'est vrai. Moi, je pas grand chose à dire de plus du film, on a dit pas mal de choses dessus, si ce n'est que moi j'ai adoré la performance d'acteur de François Civil. Et d'ailleurs j'adore cet acteur et j'espère que ce film, et j'en doute pas, va propulser sa carrière, parce que vraiment j'adore cet acteur. Je l'ai connu dans 10%. Où il a un rôle assez sympa, un peu en plus justement de jeune acteur qui cherche à percer, et là franchement dans ce film il est hyper juste, enfin il colle parfaitement au personnage, et j'ai beaucoup envie de le voir dans d'autres films à l'avenir quoi. Voilà. D'ailleurs, je l'ai pas mis dans mon top parce que voilà, c'est pas la meilleure expérience que j'ai eue en salle, mais il a tourné dans un autre film qui s'appelle Mon Inconnu, que je suis allé voir et qui est très sympa. Et c'est sur, en gros, ça raconte l'histoire juste
de quelqu'un en fait qui s'investit. Voilà, on voit toute la naissance de son couple avec d'abord sa copine puis sa femme, etc. Voilà, on voit toute cette naissance là, et en fait on voit que le couple s'érode parce que il se plonge à 100% dans sa vie d'auteur, etc. Donc ça paraît être assez classique. Et en fait, c'est ce que j'aime bien avec ce film Mon Inconnu, j'en parle très vite fait parce que j'aurai peut-être pas l'occasion plus tard. C'est que c'est un film un peu qui s'approche des films fantastiques des années 90, c'est-à-dire ces films où à un moment donné, il y a un truc, il y a le MJ qui arrive et qui dit ta gueule, c'est magique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment, il se réveille chez lui et son appartement a 10 minutes de taille. C'est plus le même exactement appartement et sa femme a disparu. Et en gros, toute la morale, c'est il a tellement négligé son couple que à un moment donné, il se fait un peu punir par une espèce d'engeance fantastique. Enfin, on sait pas ce que c'est, il y a pas d'explication. Et juste en fait, elle disparaît de sa vie. Et quand il la retrouve, il a fini par la retrouver. Elle ne le connaît pas et du coup il va essayer de la séduire à nouveau si tu veux, et elle en fait elle a eu dans cette vie où il n'existe pas dans la sienne, elle a eu une bien plus grande carrière qu'elle ne l'a eu quand elle était avec lui. Vous voyez, donc ça c'est des films un peu, quand je dis des années 90, je parle notamment tu sais de Un jour sans fin, de Dans la peau de John Malkovich, de ce genre de choses. Vous voyez, des films comme ça où il y a un moment donné il y a un principe, puis ta gueule c'est magique, voilà, c'est comme ça, accepte le film. Donc c'est très sympa et j'ai trouvé ça effectivement plutôt original, même si c'est pas, voilà, c'est original sur la forme, notamment parce que le film commence en fait comme un film post-apo à Paris. Tu dis, mais moi j'ai cru que je m'étais trompé de salle, et en fait c'est assez ouf. Je vous explique pas pourquoi ça commence comme ça, mais allez le voir. Et en plus, effectivement, François Civil est assez exceptionnel. Il me fait de plus en plus douter de mon hétérosexualité. Et disons que ce qui est rigolo, c'est qu'en plus, il a tourné 3 films, je crois, cette année, en 2019. Et c'est clairement, on dirait vraiment la suite, effectivement, de 10%. On a vraiment le sentiment que c'est ce qu'il était en train de faire au moment où on le voit dans 10%. On a le sentiment qu'il était en projet sur Le Chant du Loup, sur Mon Inconnu et sur l'autre film dont j'ai oublié le nom. Donc ouais, c'est vraiment l'acteur du moment dont je suis content de voir l'ascension, parce que à un moment donné c'était Pierre Ninet où tout le monde était fou, etc. Et moi j'avais moins ressenti ce truc-là, mais clairement François Civil, ouais, le nouveau jeune beau du cinéma français, ouais, je suis assez hype. Bah tu vois, moi celui que j'ai trouvé plus Si tu dis Kevin Reeves, je t'arrête dessus. Mais non, mais dans Le Chant du Loup. En acteur dans Le Chant du Loup, un peu avec une bonne performance, c'est Reda Kateb. Oui, c'est vrai. Je veux dire, enfin bon, ça fait que confirmer. Oui, voilà, c'est ça. Lui, voilà. c'est pas un nouveau, c'est un vétéran, quoi. Enfin, c'est ça, oui. mais ça fait que confirmer que c'est un super acteur, et effectivement il joue magnifiquement dans ce film. Ouais, Reda Kateb, il faut absolument voir Un prophète d'Audiard, il faut voir comment s'appelle le premier film de médecine de Hippocrate. Enfin vraiment, moi c'est les films où je l'ai découvert. Bon bah écoutez, avançons alors, puisqu'on a tous apprécié Le Chant du Loup. Dumbo, c'était une merde, on passe. Désolé quand on refait le débat. Allez, refaisons le débat sur Tim Burton. Alors Tim Burton. Non, alors j'ai mis Avengers Endgame. Je crois que tu l'as pas vu, Quentin. Si tu l'as, on l'a tous vu alors. Donc du coup, quand il y a un ton flop. Ça va, t'arrives à parler, ou tu veux de l'aide pour ta pistache? Pourquoi tu nous as mis des pistaches? Mais parce que la majorité du monde connu sait manger des pistaches, donc je suis navré, Quentin. Je vais te chercher des guimauves si tu veux. Non, ouais, Avengers Endgame. Donc du coup, moi je l'ai pas mis dans le flop, mais je l'ai mis assez bas dans mes films de l'année. Toi, j'ai vu, Antonin, que tu t'avais marqué sur ta fiche, en gros, que bah tu trouvais ça un peu surfait, quoi. Enfin, pas surfait, mais genre l'avis des gens survendu plutôt. Mais comme Joker. Ouais, mais on y reviendra. Non, mais on va revenir sur Joker après, bien sûr. On est un peu obligé finalement de passer par là. Au moins dans le Joker, il y a une performance d'acteur, quoi. Je veux dire. Oui, voilà, on est d'accord. Alors, Avengers Endgame, on va faire un rapide tour là-dessus, même si est-ce que vraiment Marvel mérite qu'on s'y attarde si longtemps, donc allons vite dessus. Je dirais Avengers Endgame, bon, moi j'ai souvent des difficultés, je l'avais déjà dit, avec des films très longs. J'en profite d'ailleurs pour dire que The Irishman, je l'ai vu aussi, j'ai adoré, mais comme j'ai un système de notes en fait, le classement se fait automatiquement sur mon ordi, et en fait par le système de notes que j'ai mis, il a pas été pris dans le top 10. Je sais pas si je suis clair. En gros, moi il est... Voilà, c'est ça. Et en fait, en gros, je peux le dire comme ça, même si les notes en soi elles veulent rien dire, elles ne veulent dire quelque chose qu'en rapport entre elles, mais bon, peu importe. En gros, j'avais toute une section des films qui ont eu 17 sur 20, et il en faisait partie. Mais du coup, je crois que Dr. Sleep avait 17 sur 20 aussi, mais il a été classé, voilà. Donc je l'ai gardé parce que j'ai quand même préféré Dr. Sleep, qui durait quasiment aussi longtemps d'ailleurs. Mais Irishman, j'ai trouvé ça effectivement, moi qui adore les films de mafia, c'est vraiment excellent, même sur enfin bon bref, je vais pas rentrer là-dedans parce que ouais, j'aurais plein de choses à dire. On l'a pas dit tout à l'heure, on va pas parler du film, mais Joe Pesci, enfin vraiment
ça fait même De Niro, enfin ces deux acteurs et on peut dire Al Pacino aussi, mais surtout pour moi Joe Pesci et De Niro, ils ont joué dans beaucoup de films et ils sont capables du meilleur comme du pire, et tu sens vraiment que quand ils ont une bonne histoire et un réal qui les dirige bien, enfin ils sont extraordinaires quoi. Mais ils peuvent passer d'un vieux film pété de Noël où Joe Pesci non. Mais quoi? Bon, c'est vrai que sa performance reste non, pas dans. J'aime bien. Mais Je faudrait que tu cherchais ça parce que je parlais d'un film de Noël. Avec... bah oui, en plus indirectement je pensais à ça. Mais bon bref, enfin. C'est surtout le 4 qui est Il y a un 4. Il y en a eu 2 avant. Qui est le seul contre tous. Quoi? Ah oui, oui, d'accord. Bon voilà, juste pour. C'est terrible. Juste pour parler de ça, parce que franchement, moi, ça m'a fait du bien de le revoir. Enfin, j'adore cet acteur, et dans ce film, pour moi, il joue encore. Enfin, il m'a encore plus marqué que dans Les Affranchis. Et pourtant, j'adore Les Affranchis, mais vraiment incroyable. Joe Pesci, je pense que c'est un de mes acteurs préférés, quoi. Je trouve que ce mec, il est juste à l'impression, il donne du vrai au film. Et je pense qu'il serait pas là, mon ressenti sur le film serait totalement différent. Quentin, rédacteur pour Télérama. Nico. Non mais tu sais, ouais, alors moi mon film préféré de l'année, c'est un petit film japonais indépendant. Regardez-le, franchement, c'est génial. D'accord. Non mais oui, je suis gris avec tout ce que tu as dit. Je suis absolument d'accord. Et tu vas adorer parce que. Moi j'ai adoré parce que c'est un film de mafia. Ah non, tu parlais de. D'accord. Non, ne coupez pas. D'accord. Et bon, c'est. Tu regarderas, tu verras. Ouais, non, mais en plus, ton petit speech m'a plutôt hypé, ouais, effectivement. Bon, on était parti sur Avengers, du coup, Irishman, on pourra en reparler un peu plus en profondeur si tu veux après. J'avais prévu un temps d'aborder des films qu'on n'avait pas eu le temps de parler. Mais du coup, Avengers, comme je disais, donc au final, tu passes 3 heures dans une salle et je trouve que finalement. Avoir réussi à me captiver pendant 3 heures, c'est déjà une prouesse. Je pense que le plus gros problème du film, c'est, on va tous se mettre d'accord là-dessus, dans la bataille finale, comment Spider-Man fait pour s'accrocher, puisqu'il n'y a rien. Vous avez pas, non, je plaisante, vous avez pas bugué sur ça. À quoi tu t'accroches? Il y a des astéroïdes qui sont. Ou non, arrêtez de vous faire votre propre sauce, c'est de la merde, ok, d'accord? Vous pouvez pas, non mais j'arrête, c'est vraiment un faux problème. Mais c'est vu que là, en fait, ma suspension d'incrédulité, elle s'est écrasée à ce moment-là, tu vois, pendant 1 heure, j'étais là, mais sur quoi tu t'accroches? Mais bon, bref, voilà, le film arrive quand même à captiver. Je trouve que ce qui m'a peut-être le plus tenu dans le film, c'est peut-être en fait Tony Stark, enfin du coup Robert Downey Jr. Parce que t'as l'impression que le mec il est vachement investi en fait dans cette licence finalement. Enfin, j'en ai jamais de doute. Parce que c'est la licence qui l'a sauvé aussi un petit peu. Oui, qu'il a sauvé lui personnellement, pas que dans sa carrière, mais même en termes de sa vie privée, voilà. Et c'est clair. Ce mec, c'est Iron Man. Enfin. Oui, en soi, en plus, il se retrouve certainement dans le personnage, mais c'est clair que sans lui, aujourd'hui, il serait peut-être, on l'aurait peut-être oublié et il serait drogué dans une crack house. Ok, mais je suis d'accord, mais du coup, je trouve qu'il le rend bien la saga, parce que clairement, je trouve qu'il s'investit vraiment dedans, et moi, il arrive à me toucher, même dans des scènes qui sont des fois un peu bancales et tout, mais qui des fois ont rien à foutre là, ils amènent, enfin, je trouve que Tony Stark, le personnage, amène une espèce de sincérité. Je sais que quand genre il retire son truc, il le fout devant la gueule à Captain America. Moi, je sais que j'étais assez transcendé par un genre d'échange. Donc j'aime bien quand même la prestation qu'essaient de faire les acteurs. D'ailleurs, Captain America, j'en profite pour comment il s'appelle, c'est Chris Evans. Non, c'est ça son nom, ouais, Chris Evans, qui joue à couteau tiré, qui est exceptionnel. Si vous voulez le voir dans un autre rôle, allez le voir dans à couteau tiré. Je revendrai ce film encore et encore. Bref, voilà, donc au final, le bilan, c'est tu t'ennuies pas, oui, c'est joli parce que tu le vois sur un grand écran et que c'est filmé, voilà, je sais plus si c'est en IMAX ou quoi, non, peut-être pas, mais si, je crois que c'est de l'IMAX. Enfin voilà, ok. Après voilà, c'est la conclusion d'une saga, la conclusion moyenne d'une saga moyenne. Voilà. Moi, c'est le seul bémol que j'ai, c'est que ça fait quand même un moment que ça a commencé le Marvel Cinematic Universe, 10 ans. Et j'ai trouvé qu'en fait, tout le climax qui en fait repose sur les pierres d'infinité, oui, qu'on a vu très peu, arrive vraiment sur les 2 derniers films. Et moi, pourquoi je le mets dans mon flop, tout simplement, c'est une question de dosage de l'intensité. J'ai trouvé Infinity War excellent. Enfin, vraiment, pour moi, c'est un des meilleurs films Marvel qui est sorti
ces dernières années, et Dieu sait qu'ils en ont sorti un paquet. Et j'ai trouvé que Endgame, je suis resté de marbre. Enfin, j'ai été beaucoup moins impressionné qu'Infinity War, et du coup, ça m'a laissé un souvenir. Ouais. Alors que pourtant, c'est pas un mauvais final. Enfin, ils ont quand même eu les couilles de faire. Non, je dis rien. C'est du spoil. J'ai failli. Je me suis amélioré par rapport à l'an dernier. Bon, je dis pas ce que je voulais dire. Bon, il y a eu quand même des choses assez ballsy. Bon, je crois que ça s'utilise plus du tout cette expression. Non, mais ça s'est jamais utilisé. Bon, je vous laisse parler, j'ai plus rien à dire sur Endgame. Je veux juste dire un truc, après je te passe la parole Antoine, enfin si tu veux revenir sur Endgame. Moi en fait je me rends compte, c'est ça que j'ai oublié, je cherchais tout à l'heure, ce qui m'avait vraiment dérangé dans le film, et je crois que c'est lié à ce que tu dis. Pourquoi c'est moins bon que Infinity War? C'est parce que du coup Thanos est infiniment moins subtil dans cet opus que dans le premier. Dans le premier, moi, tu sais, Thanos, moi j'ai fait partie de la team, tu sais, Thanos did nothing wrong, tu sais, c'était vraiment, enfin, non mais vraiment, enfin moi j'en suis sorti en me disant, mais les gars, pourquoi vous essayez de le tuer? Il a raison, non mais j'exagère, mais tu vois ce que je veux dire? Tu peux vraiment trouver des raisons. C'est ça que je veux dire, c'est que t'avais vraiment un ennemi, pour une fois dans le Marvel, qui était pas juste un super méchant, c'était quelqu'un qui, il est persuadé de, voilà, mais il est persuadé de faire la bonne chose quand il le fait. C'est ça, et du coup, ils ont complètement retourné leur veste, les frères Rousseau, dans le dernier opus, puisqu'en gros, ils te remettent Thanos, mais juste en super méchant là maintenant. C'est-à-dire qu'en gros, lui-même il dit, bon, en gros, la manière douce, ça n'allait pas, supprimer la moitié de l'univers sur un coup de dé, mais maintenant je vous supprime tous, et puis allez vous faire foutre. Enfin, en gros, c'est ça. Et je trouvais ça vraiment dommage, en fait, ce retournement de personnage. Je sais pas si tu voulais venir là-dessus. Non, moi je trouve qu'on voit son vrai visage. Non, c'est vrai que je trouve que le film a les défauts qu'il a, en partie à cause de la saga, en partie parce que il raccroche les wagons comme il peut, parce que il... C'est un petit pareil avec Star Wars. On parlera de Star Wars après. On va y venir. En partie parce que il faut dire quand même que le projet à la base était ballsy, comme dirait Quentin. Ce serait pas le mot de l'année 2020? Non, ferme ta gueule. Non, mais dans la mesure où, en fait, a posteriori, maintenant, quand je regarde un peu tout le Marvel Cinematic Universe, je me rends compte à quel point c'était... Tu galères, mec. Attends, je vais chercher un casse-noix. À quel point c'était osé à la base de connecter autant de licences différentes. Absolument d'accord. Avec des cohérences internes qui ne sont pas les mêmes. Et quand tu regardes, mais entre les Gardiens de la Galaxie, même l'exemple typique, c'est Captain Marvel. Je veux dire, elle est tellement surpuissante en fait. C'est-à-dire que quand tu crées ta licence de super-héros, le pouvoir de ton super-héros, il est cohérent avec son action dans son univers, etc. Sauf que quand tu les mixes tout ensemble, tu peux pas en faire un... il va être un peu moins puissant, mais du coup les fans vont pas être contents. Alors du coup il faut essayer d'égaliser le truc. Sauf que dans les cohérences internes de chacune des licences, ils ont pas le même pouvoir. Et quand tu regardes Captain Marvel et j'ai envie de dire, mais même Spider-Man, ils ont pas la même portée à la base. Je veux dire, Spider-Man, il est dans New York et il arrête des criminels. Moi j'avoue, je comprends pas pourquoi il règle pas le film en 2 secondes. Enfin voilà. Mais, oui. Et du coup, ça crée des problèmes intrinsèques qui sont très difficiles à gérer. Et il aurait fallu un scénario encore beaucoup plus peut-être osé pour en fait égaliser tout ça. Par exemple, ils auraient pu oser carrément alors faire des films d'origine un peu comme ils ont fait tous les films un peu centrés sur un seul héros où là ils peuvent jouer sur la cohérence interne de chaque univers avec le vrai pouvoir des trucs et faire et justifier dans le scénario ce qui aurait été possible qu'ils perdent tout leur pouvoir par exemple et qu'ils se retrouvent et là du coup t'aurais égalisé tout le monde quelque part tu vois, et ça aurait peut-être posé moins de problèmes, mais ça aurait posé d'autres problèmes. Et ça fait que ça induit des problématiques intrinsèques qu'ils essayent de régler comme ils peuvent. En plus, avec le manque de cohérence qu'il y a
à force d'avoir surajouté des films, forcément tu crées. Je veux dire, mais dans toute licence, quand tu finis par accumuler les films comme ça, il y a forcément des problèmes de cohérence à un moment. Qui font que ils essayent de raccrocher les wagons à la fois sur le côté la cohérence de l'univers, à la fois sur le côté la cohérence entre tous les films qu'on a fait, et des fois on sait plus à qui on a filé l'écriture, et ils raccrochent comme ils peuvent, parfois souvent maladroitement, et ça donne le film qu'on a, quoi. On est d'accord que ce qui fait tâche quand même dans la saga Marvel, c'est Ant-Man. Ant-Man dans les films et dans la saga, je veux dire, c'est... Non mais en plus le film démarre sur lui. Enfin c'est si je me souviens bien sur Endgame. Les 20 premières minutes c'est Ant-Man. Mais qu'est-ce qu'on s'en branle de ce personnage parmi tout le panel de super-héros qu'il y a. Parmi tout le panel de super-héros qu'il y a, je trouve que Ant-Man il fait vraiment tâche, quoi. C'est pas le Batman dans la Justice League, mais par rapport à son pouvoir d'action en termes de qu'est-ce que je peux faire. Batman c'est plus un stratège mais Ant-Man qu'est-ce qu'il fait? Je peux me rendre infinitivement petit. Ah oui, mais du coup si dans ce film il a une importance parce que le fait de se rendre infiniment petit permet de voyager dans le temps, et c'est lui qui sauve entre guillemets l'histoire, quoi. Donc il le fallait dans la saga, sinon il leur aurait fallu une autre manière de remonter dans le temps, ou Ça dépend comment tu vois les choses, parce que disons, est-ce que c'est lui vraiment qui avait ce rôle-là, ou est-ce que en fait ils lui ont donné ce rôle-là pour lui donner une importance dans la saga? Enfin tu vois, c'est ça. Donc oui, bon, écoutez, je pense qu'on a à peu près le même avis sur Avengers, donc on peut peut-être passer à un film beaucoup plus intéressant juste après, qui sera Parasite. Pause. Je vais chercher des bières. Toi, parce que t'as bu la bière. Mais j'ai pas fini la tienne, ça va, oui.